Il faut reconnaître que l'intervention française bouscule un petit peu le message que Paris voulait faire passer au sommet d'aujourd'hui sur la sécurité en Afrique, puisqu'au moment où il prétendait que la relation France-Afrique était dépassée, il intervient comme un gendarme à l'ancienne, et il faut reconnaître que c'est la quatrième intervention de la France en Afrique en 3 ans, après la Côte d'Ivoire, la Libye, le Mali il y a quelques mois et le Centrafrique aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, les calendriers des crises bousculent les calendriers institutionnels ou médiatiques. La France intervient parce qu'il n'y avait personne d'autre pour faire ce boulot qui semblait absolument indispensable. C'est la seule parmi les puissances occidentales à vouloir s'impliquer en Afrique, et il faut reconnaître aussi que l'Afrique est le dernier endroit au monde où elle a une influence reconnue. Pour autant, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait un gendarme classique, en ce sens qu'il existe des gendarmes auxiliaires, c'est-à-dire que de nos jours, on voit apparaître des forces d'interposition régionales qui agissent aux côtés de la France, mais qui manquent de moyens financiers ou humains pour faire le travail. Puisque sécuriser une ville, mener des patrouilles sans bavure, sans massacrer des civils que l'on prend pour des combattants, ça demande énormément d'entraînement, beaucoup d'argent, des drones, des appareils de reconnaissance, des blindés de l'avant, des forces spéciales ou des forces très entraînées, chose que les pays africains n'ont pas actuellement. Toutefois, il faut reconnaître que, par exemple, en Centrafrique, la MICOPAX, qui doit se transformer en MISCA, regroupe actuellement 3500 hommes, ce qui n'est pas énorme, mais ça montre l'implication politique d'une huitaine de pays, tels que le Congo, le Tchad, le grand allié du moment de la France en Afrique, ainsi que d'autres pays d'Afrique centrale qui s'impliquent dans cette crise et qui vont essayer de la résoudre aux côtés de la France. Il y a une dimension économique au sommet d'aujourd'hui et demain à Paris, puisque le mot en vogue actuellement sur l'Afrique, c'est l'Eldorado, un continent qui serait en plein essor. Alors, sans s'emballer, il faut reconnaître quand même qu'il y a des signaux très prometteurs. On estime qu'il y a une classe moyenne de 150 millions de personnes à quelques kilomètres du sud de l'Europe. Les projections indiquent qu'il serait même 300 millions friands de produits et de services occidentaux, donc un boulevard pour les entreprises et les multinationales dans l'agroalimentaire, dans les télécommunications, dans les cosmétiques. Et c'est aussi un boulevard pour les entreprises locales, puisque l'un des moteurs de cet essor, ce sont les entrepreneurs africains eux-mêmes, cette classe moyenne, d'une part, qui est attentive à un fonctionnement institutionnel plus rigoureux, plus démocratique, on peut dire, et aussi des entrepreneurs africains qui montent des entreprises, un secteur privé extrêmement dynamique, au point qu'actuellement, quand on liste les 30 pays du monde qui ont la plus forte croissance, 15 sont africains, même s'il faut reconnaître qu'ils partent d'un niveau assez bas ou que c'est une reconstruction après des conflits. C'est quand même extrêmement prometteur. On voit aujourd'hui, on évoque le Nigeria, 180 millions d'habitants, comme une grande puissance économique de demain, ou l'Éthiopie, 80 millions d'habitants, qui devient un peu la Chine de la Chine, c'est-à-dire que des entrepreneurs chinois délocalisent dans ce pays pour profiter des bas salaires et d'une main-d'œuvre habile. Évidemment, il y a une situation sécuritaire qui reste préoccupante sur ce continent, mais il faut reconnaître qu'elle est moins épouvantable que dans la décennie 90. Par exemple, il n'y a plus de génocide en Afrique depuis 2004. Les guerres se comptent maintenant sur les doigts d'une ou deux mains. Actuellement, il y a à peu près 7 ou 8 qui font quelques milliers de morts par an, ce qui est toujours des milliers de morts de trop, mais à une époque, on comptait les pertes humaines en dizaines, voire en centaines de milliers. Donc actuellement, les tensions se focalisent essentiellement sur le Mali, la Somalie, la Centrafrique évidemment, la Libye, le Soudan. Mais ça fait une poignée de régions où les choses pourraient déraper gravement. Ça contraste fortement avec, par exemple, le conflit totalement oublié auquel l'Occident a été très indifférent, la guerre des Grands Lacs, qui, en une dizaine d'années, a tué 3 millions de personnes dans la région du Congo, du Rwanda, du Burundi. Alors, cette tendance positive s'explique, à vrai dire, par 3 éléments. La fin de la guerre froide, il n'y a plus de grandes puissances qui parrainent et financent des mouvements armés pour régler leurs comptes géostratégiques à distance. La montée du multipartisme qui devient une réalité ou qui du moins devient une ébauche de tendances positives dans la
plupart des pays d'Afrique, qui ont presque tous une constitution désormais, et puis l'essor d'une classe moyenne vigilante sur l'alternance politique, sur le fait que les dirigeants doivent rendre des comptes. Il faut reconnaître que ce genre d'événement est propice à la langue de bois ou au ronronnement traditionnel, et en même temps il peut en sortir une véritable refondation des relations entre la France et l'Afrique, puisque les pays africains sont demandeurs d'une implication plus forte de la France, inquiets même de voir que ses parts de marché reculent, qu'elle semble moins intéressée par d'investissement ou le commerce dans ce continent. Les parts de marché françaises ont été divisées par 2 en 10 ans, alors que celle de la Chine était multipliée par 10 sur la même période. Donc les Africains attendent de la France une implication économique. Militairement, ils sont assez satisfaits de voir la France participer à la sécurisation du continent et attendent des actions de formation de leurs propres unités pour qu'ils puissent prendre le relais et assurer la sécurité de la région par eux-mêmes, ce qui est quand même l'objectif politique primordial pour eux. A l'inverse, la France doit reconnaître qu'elle n'a plus de chasse gardée. On voit bien le montant des investissements chinois ou américains, et en même temps, elle espère tirer parti du dynamisme de l'Afrique, puisque ses exportations représentent 30 milliards d'euros, et on peut imaginer que si le gâteau africain augmente, ça aura un effet bénéfique si la France arrive à s'impliquer, mais comme le disait il y a 2 jours la ministre des Finances du Nigeria, Madame Ngozi Okonjo, il faut prendre le bateau maintenant, si vous le ratez, il ne reviendra pas.